Ce qui avant était la carte du tendre, alors c'est le lac de la félicité, la forêt de la solitude, le ravin de la frustration. Maintenant, c'est en termes de jungle et de lutte, quoi. C'est vraiment le parcours du combattant et les abdos ranger, où on est là, tac, tac. C'est devenu difficile. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Je suis Katia Barillot, rédactrice en chef du Marais Mood. La mission de Moderne, vous raconter ce qui se passe dans le Marais en matière de mode, food, beauté, bien-être, déco, etc. avec un spécialiste qui va nous éclairer. Aujourd'hui dans Moderne, nous recevons Bénédicte Anne. Elle est love coach depuis plus de 10 ans. Elle vient en aide aux célibataires en recherche d'amour, aux couples en difficulté, qu'ils soient hétéros ou pas, mais aussi à toute personne confrontée à une problématique relationnelle, désert affectif, dépendance affective, relations toxiques, instabilité relationnelle, ou alors dans le cadre de la famille, ou encore professionnelle. Bénédicte Anne est aussi l'auteur de nombreux livres. Arrêtez de vous saboter aux éditions Erol, Autodiagnostic amoureux aux éditions de l'Homme, ainsi que J'arrête d'être célibataire et Le prochain c'est le bon, tous deux parus aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Bénédicte? Très bien, mais ça fait plus de 10 ans. Je fais ça depuis 2004. Waouh. Avec la création des Cafés de l'amour. Entre-temps, les livres. Et maintenant, sur Internet, je suis sans limite. C'est génial. C'est bien pour vous parce que vous êtes une hyperactive, vous êtes une hypersensible. C'est bien, en fait, tous ces réseaux sociaux vous donnent la possibilité de vous épanouir et de faire plein de choses en même temps. Disons qu'au lieu d'aller en Afrique du Sud, au Liban, en Tunisie ou au Québec, je vais sur Zoom le dimanche. Il y a des gens qui viennent du Québec, du monde entier. C'est pas tout à fait pareil, mais je me suis adaptée à ce monde moderne. On a dû s'adapter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un love coach? Quelle est votre formation? Est-ce qu'il y a des écoles d'enseignement qui mènent à cela? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à faire ce métier? C'est une question intéressante parce que c'est un métier qui fait de nombreux adeptes en ce moment. Ça pullule dans tous les sens. Je vois beaucoup de jeunes qui démarrent avec un très bon marketing, mais pas de fond évidemment, mais qui ont la forme sans doute meilleure que la mienne. Je crois qu'il faut aimer l'humain. Il faut aimer les gens, il faut avoir envie de les aider et généralement il faut être passé par là. C'est-à-dire en général on est bon dans un sujet qu'on a traversé. Genre j'étais alcoolique, et j'en suis sortie, je vous montre comment j'ai fait. À l'américaine en fait. Alors moi j'ai galéré en amour mais ça fait maintenant il y a prescription. Enfin j'ai quand même galéré pendant pas mal d'années et j'ai été obligée d'inventer déjà les règles moi-même. En fait, mes propres règles, c'est-à-dire comment je fais pour pas qu'on me saute dessus, comment je fais pour qu'on tombe amoureux de moi, comment je fais pour qu'on s'engage avec moi. Et donc ça a marché parce que j'étais quand même confrontée à une jungle, mais la jungle de mes années d'errance amoureuse, c'était une cour de maternelle à côté de la jungle d'aujourd'hui parce que le monde a beaucoup évolué. Mais quand même, ça m'a donné des préceptes qui m'ont permis d'inventer ce que j'appelle la méthode Terminator. Alors ça peut faire un peu peur, mais en gros, c'est éliminer les gens irrespectueux pour ne garder que le meilleur, comme dans un entonnoir. Ça marche pour les hommes et pour les femmes. Et grâce à cette méthode, les gens apprennent à se respecter. Et c'est donc ce que moi j'avais utilisé en ce qui me concerne il y a longtemps maintenant, que j'ai adapté et que je réadapte en permanence parce que je suis confrontée à travers mes coachés à des situations qu'on n'avait jamais vues avant. Mais aussi bien sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres, que dans la vraie vie à un mariage. Vous avez des mecs à un mariage, ils vous chauffent toute la soirée, ils vous roulent des pelles sauvages et ils disparaissent comme un mec dans un bar complètement bourré alors que c'est le témoin du marié. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Alors vous allez nous raconter, mais l'amour c'est un sentiment, ce sont des émotions, on peut même dire que c'est magique. Comment on peut lui appliquer une méthode ? Disons que la méthode, elle permet d'éliminer les comportements irrespectueux, les comportements d'égo, de narcissisme, genre moi je suis beau, alors chez toi ou chez moi au bout de 5 minutes si je caricature, mais pas tant que ça. En fait, cette méthode, elle permet de ne conserver que les personnes qui sont motivées pour apprendre à connaître déjà. Parce qu'il y en a souvent, c'est d'abord on fait l'amour, ensuite si c'est bien, on va se demander ce qu'elle a dans la tête. Si c'est pas bien, on cherche même pas à recommencer. Donc il faut vraiment comprendre que les relations ont été complètement inversées. Ce qui avant était un parcours, la fameuse carte de tendre, disons le parcours amoureux, la progression, les fiançailles, le mariage, enfin tout ce qui se faisait normalement. On se rencontrait au bal du village, etc. Ensuite il y a eu les années 60, 70, le féminisme, la révolution sexuelle. Donc là on a été un peu plus olé olé, mais le olé olé ne durait qu'un temps. Et au bout d'un moment, tic tac. Et puis les hommes, après 10 ans de crac-crac, ont un jour envie de se poser. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, moi je vois
parfois, les trentenaires, ils commencent à se mettre en couple. Ou alors, ils sortent d'un couple, ils retournent s'amuser et ils en ont pour quelques années. Mais il y a quand même un moment où les gens ne sont plus dans la surface, l'interchangeabilité de l'autre, ils ont envie de se poser. Mais avant d'arriver à ce moment-là, on a des comportements qui sont brutaux, je dirais. Oui, Brutaux, vraiment. oui, avec les réseaux sociaux, avec ces applications. Mais comme pas Tinder. qu'avec, mais dans la vraie vie. Des coachés à moi se font draguer dans des bars, le type prend leur téléphone et quand il les appelle, c'est au bout de 5 minutes, on va chez toi ou chez moi. Ça ou autre chose, où il vient, on va en club échangiste, où il commence à brancher, à la chauffer sur le plan sexuel, pour être sûr que la fille aille là où il veut l'emmener. Et là où il veut l'emmener, c'est pas juste dans un lit. Ça peut être dans un lit avec des fantasmes. Parce que ce qu'on a aussi oublié, c'est l'éducation porno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sont éduqués dans les pornos. Et mes coachées me disent, elles ont entre 20 et 30 ans, et elles me disent, je fais comment face à quelqu'un qui s'est éduqué dans les pornos ? Je dis, il va falloir l'éduquer pour de vrai. Il n'y a pas de place pour le romantisme. Alors, oui et non, parce que quand on est amoureux, c'est ça qui est bien. C'est que le romantisme, il se met là d'office. Mais avant d'arriver à toucher l'émotion, le cœur, les sentiments de l'autre, il faut parfois un petit peu... Vous voyez combien de fois j'ai vu les fameux amis santé, comme on dit au Québec, les C'est quoi ? PQR. Plan cul ? Régulier. Mais là-bas, c'est amis santé. Je trouvais que c'était Ouais. plus sympathique. Ouais. Les amis santé, en fait, ils servent à combler un vide, un manque, le dimanche soir, sous la couette, en regardant un film ou une série. Bon. Et puis, on s'attache avec le temps. Puis, de temps en temps, ça se transforme. Sauf que la plupart du temps, il y en a un qui aimerait que ça se transforme et l'autre qui ne veut pas. Conclusion, il y a toujours autant de gens qui se marient, qui font des enfants, qui se mettent ensemble. Et en même temps, et c'est ça qui est terrible, avant d'arriver là, parfois, on est obligé de se taper le parcours du combattant, ce que j'appelle la jungle. Donc, ce qui avant était la carte du tendre, alors c'était le lac de la félicité, la forêt de la solitude, le ravin de la frustration. Maintenant, c'est en termes de jungle et de lutte, quoi. C'est vraiment le parcours du combattant et les abdos ranger, où on est là, tac, tac. C'est devenu difficile. Et il n'y a pas une nana de 18 à 75 ans, qu'elle soit physiquement une bombe sexuelle ou qu'elle soit très ordinaire, qui ne me dise pas la même chose. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec le physique. Et on aurait pu croire que les moches dégagent et puis les belles, bienvenue. Ben non. Les belles sont aussi maltraitées que les moches. C'est dû à quoi ? C'est dû à l'évolution de la société, à l'hyperconsommation, à l'obsolescence programmée, et puis aussi au Covid et au confinement et au couvre-feu qui ont complètement changé la donne, puisque les gens ont été obligés de se rencontrer les uns chez les autres, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Ça a accéléré les choses dans ce sens-là. Complètement. C'est chez toi, chez moi. Et On voilà. était obligés, on n'avait pas le droit de sortir. Ensuite, on n'avait pas de café, donc on se retrouvait dans les voitures. Et dans la voiture, c'est l'endroit idéal pour sauter sur quelqu'un. Donc évidemment, ils flirtaient. Moi, j'ai des coachés qui se sont retrouvés à genoux à faire des gâteries aux hommes, alors que c'était des filles. C'était pas dans leurs habitudes. Mais les gars, ils les embarquaient, il faisait froid, nanana, le chauffage, la musique, la proximité. Et puis les filles qui étaient un peu en manque aussi, donc ça dégénérait, etc. Donc là, maintenant, j'ai dû leur demander de plus aller dans les voitures. On en était là. Donc il y aura un avant et un après Covid. Ah, complètement. Parce que ensuite, il y a eu le déconfinement, donc le premier été. Et là, les hommes, ils étaient en rut. Donc, ils sont sortis de là et j'ai plein de coachés qui ont vu leur date de visio parce que parfois, ils étaient trop loin pour se voir. Et en fait, soit elles les ont invités, soit, qu'il n'y avait toujours pas de resto au départ, je crois, quand on nous a laissé sortir. Donc, soit elles sont allées chez eux, soit ils sont venus chez elles. Ils ont apporté 2-3 trucs et boum, c'était parti. C'est-à-dire, ils ont couché le premier soir. Et après, évidemment, les gars, ils étaient comme des chiens en chaleur, quoi. Mais alors, qu'est-ce que vous dites à propos de ça ? Coucher le premier soir, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Bénédicte Anne a aussi un podcast qui est un podcast étonnant, puisque ça s'appelle, je vous laisse le dire, puisque c'est assez grivois, mais c'est très fort, je trouve, puisque ça attire notre attention. C'est un podcast qui a un très joli nom. Il s'appelle, avec un point d'interrogation à la fin, je préviens, Sodomie la première nuit. Faut-il accepter cette pratique la première nuit ? C'est le point de départ parce que mes coachés me posaient la question. Mais ça me paraît évident que non. Mais pour certains hommes qui expliquent, mais t'es coincé, mais t'as rien compris, mais maintenant tout le monde le fait. Parce qu'il y a des filles qui ont été aussi éduquées dans les films porno et qui la première nuit, ils font tout. J'étais dans un stage l'autre jour, où je me forme en permanence, et il y avait 2 gars de 40 ans, beaux gosses, petite queue de cheval, la coupe bien rasée, un peu hipster quoi, avec la petite barbe qui va bien, le petit look sympa, qui sortaient dans des tas de fêtes et qui me racontaient que les filles de 20 ans leur faisaient la totale et qu'ils adoraient les emmener dans des espèces de dojos sadomaso et que c'était la grande tendance du moment. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mondes qui se côtoient en ce moment. Ce qui était le cas avant, mais avant on va dire que les mondes parallèles, les mondes de la sexualité débridée étaient quand même plus rares. C'était réservé à l'échangisme. C'était presque bon enfant. J'ai connu moi ça quand j'étais plus jeune parce que la vie a fait que j'avais eu un accès. En fait, je sortais avec un journaliste qui avait fait une interview et j'ai reçu pendant des années les cartes d'invitation de ce club. Et comme à l'époque
l'époque, j'avais mon agence de rencontres. En fait, j'emmenais des hommes d'affaires là-dedans parce que je pouvais les faire entrer. J'amenais 2-3 copines et j'ai découvert cet univers évidemment sans m'impliquer parce que moi je suis très pudique. J'ai vu des femmes qui étaient là, très bourgeoises, et puis dans les alcôves qui faisaient des trucs pas possibles à des gens nombreux, des tables de billard où je leur disais même tenez, allez, mettez votre main là, il y a encore une petite place. J'ai failli me faire virer du truc. Enfin, mais ça, c'était presque, j'ai envie de dire, ça paraît fou ce que je dis, mais c'était bon enfant. Il y avait un côté, on y rencontrait des gens du showbiz, on discutait. Et tout le monde n'était pas en train de faire des trucs cracra dans les coins, dans les alcôves sombres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sexualité qui est devenue presque identitaire. Et je le vois à travers les couples que je coach, qui me racontent des parcours qui sont surprenants. C'est des choses que j'ai rarement vues pratiquer chez les couples. Même si depuis toujours, les couples ont pratiqué l'échangisme parce qu'ils s'ennuyaient un petit peu. Il y a un film qui s'appelle Peindre et faire l'amour, un truc comme ça, avec Sabine Azéma. C'est toujours un peu les vieux acteurs français, mais les bobos intello qui se retrouvent à 4 et qui font de l'échangisme. C'était presque, j'ai envie de dire, c'était le côté Saint-Germain-des-Prés. Post-68. C'est ça, qui a duré jusque dans les années 90-2000. Puis là, j'ai l'impression qu'il y avait déjà un basculement dans les années 2000, beaucoup plus de divorces, beaucoup plus de couples courts. Alors avec le Covid, maintenant, c'est n'importe quoi. Il y a une espèce de violence aussi et de manipulation dans ce que vous dites, parce que justement, pour revenir à votre fameux podcast, que j'enjoins tous nos auditeurs à écouter parce qu'ils sont très intelligents. Bien sûr, vous nous attrapez avec une question un peu aigrillarde, mais elle est extrêmement intelligente, cette histoire, puisque vous nous demandez, vous nous dites quelles sont les conséquences à accepter la première nuit, une sodomie par exemple. Alors, déjà, il faut savoir qui la demande. Généralement, ce que j'ai vu, c'est que c'était plutôt les hommes qui laissaient entendre que les filles n'étaient pas libérées. Mais il y a des jeunes femmes qui croient que c'est normal, puisqu'elles ont été éduquées comme ça, soit par leur partenaire précédent, soit par les pornos directement, ou qui veulent être dans une surenchère. Mais pour quelqu'un qui chercherait l'amour, parce que c'est quand même ça l'objectif, déjà la première nuit, elle va pas arriver tout de suite. En plus, moi je conseille de dormir ensemble la première nuit et de ne pas faire l'amour. On garde le caleçon, le reste est ok, mais on garde son caleçon ou sa culotte. Pourquoi ? Parce que, est-ce que monsieur va se tenir pendant une nuit contre le corps nu d'une femme qu'il désire en respectant son souhait à elle ? Est-ce qu'il est capable de dire ok, je suis d'accord, on dort l'un contre l'autre, on parle, on est tendre, on flirte aussi bien sûr, on s'embrasse, on se plotte un peu, on peut se faire des massages, tout ça, mais je garde quelque chose sur mon sexe. Eh ben il y a des hommes qui vont passer la nuit à vous sauter dessus, jusqu'à ce que vous cédiez. Et combien de coachés ont fini par céder à 6h du mat, parce que elle était un peu excitée, il faut pas non plus le nier, parce que le gars insistait, et en fait il a eu ce qu'il voulait. Et s'il est respectueux, il va être d'accord sur le fait d'apprendre à se connaître et de dormir ensemble. Est-ce qu'on arrive à dormir ensemble ? Est-ce qu'on se met en petite cuillère de la même façon ? Est-ce que tu ronfles ? Est-ce que ta façon de te lever contre moi, c'est celle d'un chien mouillé qui pue de la gueule, ou est-ce que c'est au contraire très doux, très tendre et une jolie petite cuillère qui s'emboîte bien ? Est-ce qu'on s'emboîte bien ? Est-ce qu'on bouge bien ensemble ? Je trouve que passer une nuit avec quelqu'un, c'est voir s'il est capable de parler avec vous de choses autres que de la sexualité, ou est-ce qu'il va s'endormir parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester éveillé vu que... Vous ne cédez pas. Il y a aussi des gars qui vous disent « Ah, tu pourrais au moins t'occuper de moi, tu vas pas me laisser avec la béquille comme ça toute la nuit. » Ça, c'est le type hyper égoïste. Il y a le type qui va donc s'endormir parce qu'il est frustré, donc vous n'existez pas. En fait, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Il vous nie parce que vous voulez pas rentrer dans son jeu et lui faire plaisir. Il y a celui qui va insister comme un gros balourd jusqu'à ce que vous cédiez. Il y a celui qui va finir par vous provoquer en vous disant « Mais enfin, je pensais que tu disais ça comme ça, mais enfin, tu vois bien que t'es complètement ringarde, qui fait ça, mais tu te crois autant de ta grand-mère. C'est ta copine qui t'a dit ça, elle t'a dit qu'il fallait m'allumer, mais tu crois que tu vas me rendre dingue, mais t'auras l'effet inverse, donc il devient agressif. » Alors que quand ça se passe bien, que c'est ping et pong, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se nouer, leur première nuit, les mecs disent toujours le lendemain « Écoute, c'était un peu surprenant, mais j'ai adoré. » Il n'y a pas l'enjeu sexuel au milieu de la relation. Et donc, on peut parler de choses détendues. Alors, je dis pas qu'il faut faire ça pendant 10 ans, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux célibataires, justement ? Là, vous êtes en train de dire que l'amour, ça prend du temps à s'établir avant de passer du sentiment amoureux au sexe. Vous préconisez d'y aller par étapes. Alors, ce que je dirais, c'est que je vais m'opposer à l'obsolescence programmée et à la rapidité de ce monde d'aujourd'hui et à l'hyperconsommation, où je suis sur Netflix et je vois telle série, tel truc, tel film, machin, je change et je passe mon temps à remplir le vide. Et je veux dire que justement, si je veux avoir le temps de voir naître un sentiment, une émotion, quelque chose qui fait que tout à coup, je me sens un peu chose comme ça faisait longtemps, que ça m'était pas arrivé, c'est parce que j'ai pris le temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans les entreprises ? Les gens se croisent tous les jours, ils sont en contact, ils se racontent devant la machine à café, leur vie du week-end, etc. Et ils prennent du temps. Et le temps crée du lien, le lien crée de l'intimité crée du désir. 39% des gens se rencontrent sur le lieu de leur travail. Et se trompent sur le lieu de travail alors même que leur relation n'allait pas mal. Mais quand ils arrivent le matin, ils sont tout frétillants, ils ont pris leur douche, ils sont en meilleure forme le matin que le soir. Donc, ils donnent le meilleur d'eux, le soir, ils rentrent, ils se mettent en jogging,
les gars devant leur télé ou devant leur ordi, les filles je ne sais pas où, ce qu'elles font, tout dépend si elles ont des enfants ou pas. Mais il y a cette espèce de non-disponibilité qui fait qu'au travail, effectivement, on a le temps de créer du lien, donc de l'intimité, donc du désir. Et c'est ça que j'essaie de reproposer moi aujourd'hui. C'est une nouvelle carte du tendre avec un désir qui va naître de par le fait de faire des choses ensemble, d'aller à la patinoire, faire des choses avec l'autre. C'est aller au théâtre, parce qu'on a plus de choses à dire au théâtre, aller au cinéma, voir si le gars vous prend la main, c'est faire des marches. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va réapprendre, on va se donner le temps de connaître l'autre. Et très souvent, au bout de 4-5 rendez-vous, le fruit, il est mûr, mais j'ai plus envie. C'est-à-dire que parfois, les gens, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner dans les 3-4 premiers rendez-vous. C'est pas qu'ils soient idiots, mais ils sont pas cultivés. Ils s'intéressent pas à grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Mes coachées femmes me disent « Ah, je m'ennuie un peu. On n'a pas beaucoup de conversations. » Donc, elles sortent avec le gars. Ils sont ensemble. Ça y est, c'est parti. Ils se voient la semaine, le week-end. Donc, s'ils continuent comme ça, dans un an, ils s'installent. Hein. Donc, ça fonctionne. Au lit, ça se passe bien. Mais les filles s'ennuient d'un coup. Et alors, comme la fille s'ennuie, elle essaie de relancer le gars et elle se rend compte que pour qu'il se passe un truc, elle doit animer. En permanence. En permanence. Elle a pas envie. Alors, elle a envie que lui aussi, il apporte quelque chose. En plus, il y a des femmes qui sortent d'une histoire où elles ont tout porté. Du coup, elles veulent un homme qui les porte, ce qui, à mon avis, est un peu excessif. Donc, c'est difficile de généraliser parce que chacun arrive sur le marché, entre guillemets, avec son histoire, son passé, ses fantasmes. Ce matin, j'avais une coachée qui était en train de me dire d'un air dégoûté « Oui, moi, de toute façon, je suis très exigeante. S'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, nanana, nanana. » Et je lui dis « Mais en fait, ça vous fait penser à quoi ou à qui cette espèce de rejet ?» Et elle me dit « Non, mais je vois pas. » Et alors, en creusant, on se rend compte que sa mère, en fait, lui disait qu'elle ressemblait à son père parce que son père puait. Il ne se lavait jamais. Et donc, il puait de partout, évidemment. Et donc, elle disait « Ah, tu pues comme ton père et t'as un sale caractère comme ton père. » Et en fait, on se rend compte que la façon dont elle parle des hommes, elle veut rencontrer le contraire de son père. Donc, un mec qui sent bon, qui est propre, qui est beau, qui plaît à sa mère. Et du coup, elle arrive à rencontrer personne. Et elle est dans une espèce de mémorial avec sa mère. Elle n'est pas plus heureuse que sa mère, mais version moderne. Donc, vous voyez, quand quelqu'un vous dit quelque chose, dans l'amour, on croit que ouais, moi, j'aime pas les ceci, j'aime pas les ceci, j'aime trop les cela. Mais en fait, à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière les propos qui sont tenus. Et quand les propos tenus sont en général agressifs ou discriminants, c'est pas tant le détail en lui-même qui compte que l'intention qu'il y a derrière. Il faut fuir. Exactement. Et en fait, si les gens se plantent aussi en amour, c'est lié à la société de consommation, à l'évolution des mœurs, etc. Parce qu'on leur dit qu'il y a toujours mieux, en fait. Exactement. Et vous savez, c'est très drôle ce que vous dites, parce que j'écoutais une émission sur l'algorithme de Tinder, et il disait, Tinder, c'est comme une bonne agence matrimoniale. Et j'avais une agence de rencontre, donc je connais bien le sujet. Si j'avais un mec bien et 10 nanas, je lui montrais les 9 moyennes avant de lui montrer la bonne, parce que j'avais besoin de satisfaire les 9 nanas. Et j'aurais dû lui filer la bonne tout de suite. Comme ça, j'étais tranquille. Sauf que pendant ce temps-là, j'en avais 9 qui avaient payé, ou le contraire. Hein. Ça marche dans les deux sens. En fait, Tinder, c'est très bien qui va pour vous, parce qu'il a la capacité d'analyser l'arrière de vos photos, les mots-clés, etc. Donc, il sait très bien mettre en phase, en fait, les gens des mêmes profils socioculturels, etc. Mais volontairement, il va vous donner quelqu'un de suffisamment bien pour que vous ayez envie de trouver mieux, mais pas bien, parce que si vous partez, vous ne payez plus. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est pas juste. Mais il y a aussi un fait, il semblerait que sur Tinder, quand une fille extraordinaire est sur Tinder, un garçon va se dire, mais il doit y avoir un défaut caché. Ouais, je dis ça. Et en même temps, quand je like les profils de mes coachés hommes, parce que j'ai la main rose, donc j'ai des matchs à tous les coups, c'est impressionnant le nombre de matchs que j'ai dans un laps de temps très court. J'ai un nombre incroyable de bombes sexuelles, je dis, c'est pas possible. Toutes ces filles, alors selon l'âge, elles ont 20, 25, 30, 45, et même les 45, je dis, mais c'était boum, c'est comment elles font. Et alors je lui dis, mais elles ont un filtre, c'est quoi le secret? Et au bout d'un moment, je vois les vraies femmes de 45 ans. C'est-à-dire des femmes qui ont l'air d'avoir 45 ans. Et là, je me dis, ok, on t'a montré les belles, maintenant, comme j'en avais liké genre une centaine, je commence à avoir les moyens de gamme, et là, je vois la vraie France, quoi. Enfin, je vois le pays tel qu'il est, c'est-à-dire des nanas normales. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien, d'autres, je vois des filles qui sont pas parfaites, elles sont pas en robe de soir, enfin, c'est pas des pubs, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a des accroches pour que les gens restent et pour les faire payer. Et je pense qu'il y a beaucoup de profils faits. Donc, ça veut dire que vous avez la main pour vos clients? Oui, c'est-à-dire que quand je like, c'est un peu comme les gens qui plantent des fleurs et puis ça marche bien. Ben, moi, quand je like, j'ai des matchs. Et pas eux? Beaucoup moins que moi. Parce que moi, j'ai tellement envie que ça marche. Puis j'adore ça, liker pour eux. J'adore ça, je fais comme pour moi. Je repère un peu leur goût. Je dis, vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez pas ça. Et je monte 4 photos et je sais. Et après, bam, 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 bam. Et c'est pareil pour les hommes. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce qu'ils trouvent des femmes 2.0? Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les hommes actuels des femmes? Qu'elles sont des vraies garces, des salopes, qu'elles disparaissent, qu'elles répondent pas, qu'elles disent bonjour puis elles savent pas aligner 3 mots. Ils disent des femmes la même chose que les femmes disent des hommes. C'est impressionnant. Je pense que les comportements de goujaterie, de rudesse sont bien répartis. Complètement interchangeables. C'est peut-être ça la révolution féministe. C'est qu'une femme peut être aussi cruella qu'un bad boy. Et bad boy, en fait. C'est génial. On
a vraiment envie de venir vous consulter. Vraiment, vous êtes formidable. C'est toujours bien. D'ailleurs, il y a aussi votre vidéo sur le Marais Mood. On peut la regarder pour voir à quel point vous êtes pétillante, pleine d'énergie, pleine de générosité. Et je le disais au tout début, ce n'est pas tout à fait un hasard. Vous êtes une hypersensible, ce qui donne beaucoup de finesse pour analyser les situations et à aider véritablement les gens. Merci beaucoup, Bénédicte Anne. Merci à vous. C'est un grand plaisir, Katia, de vous retrouver. Mais vous serez toujours en train de créer des choses. Mais vous aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci. C'était Katia Barillo, fondatrice de Moodern, le podcast du site lemaresmood.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedicteanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.